Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO. Les clés de l'IMO, nous parlerons de loyers impayés. Quelles sont les protections qui existent en matière de loyers impayés? Nous en parlerons avec Jérôme Drunat, le directeur général de l'APA-GL, l'association pour l'accès aux garanties locatives. Nous ferons notamment un focus sur la garantie Visale. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au secteur du crowdfunding. Comment rebondir après l'année 2023 et l'année 2024? Nous poserons la question à Florence de Maupoux, déléguée générale adjointe en charge du financement participatif chez France FinTech, mais aussi à Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur le future of work avec les préférences salariées, les employeurs. Est-ce qu'ils arrivent à mieux s'aligner? C'est la question que nous verrons avec Flore Prader, directrice de recherche et prospective bureau de demain chez JLL. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet des loyers impayés. Quelles sont les protections qui peuvent exister en cas de loyers impayés? Et voit-on une évolution à la hausse ou à la baisse des loyers impayés sur les derniers mois? Autant de questions que nous allons poser à Jérôme Drunat, le directeur général de l'APA-GL. Bonjour Jérôme Drunat. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'APA-GL, c'est l'association pour l'accès aux garanties locatives, qui est une filiale d'Action Logement, qui est dédiée, comme son nom l'indique, aux garanties locatives. On va essayer de comprendre ensemble comment se protéger des impayés de loyer. On va notamment mettre en avant cette garantie Visale proposée par l'APA-GL. Avant d'aller sur cette garantie à proprement parler, qui accompagne les propriétaires, mais aussi les locataires quand tout va bien, mais aussi quand il peut y avoir un petit sujet au niveau des loyers impayés. D'abord, de manière générale, vous suivez le marché de l'immobilier, vous suivez le marché du logement, de la location. On a vu des tensions sur le marché immobilier récemment, des biens qui coûtaient un petit peu plus cher à l'achat en lien avec le coût du crédit, des difficultés parfois de locataires à trouver de nouveaux logements. Est-ce qu'on voit aussi dans ce contexte une augmentation des loyers impayés ou une évolution sur les difficultés qu'on peut avoir à payer son loyer dans le contexte actuel? Alors, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux notions. Il faut distinguer les retards de paiement des loyers impayés effectifs. En fait, c'est ces deux notions qu'on regarde. Et actuellement, on peut constater qu'il y a effectivement un temps de paiement. Enfin, le retard de paiement est plus important. C'est-à-dire que les locataires mettent un peu plus de temps à payer, mais ça reste en fait confiné dans le mois de quittancement, d'accord. Mais il n'y a pas d'augmentation significative en fait des impayés. D'accord. Alors, ça peut varier quand même d'un territoire à un autre ou en fonction des catégories en fait des locataires, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'analyse, c'est plutôt de dire, en fait, effectivement, il y a du retard de paiement, mais il n'y a pas nécessairement une augmentation significative des impayés de loyer au sens strict du terme. Quand vous dites retard de paiement, vous avez mentionné le mois en question. Ça veut dire que le loyer du mois d'avril est toujours payé au mois d'avril, simplement, il n'est plus forcément payé le premier du mois, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, généralement, vous quittancez le 5 du mois, ou enfin, en début de mois, et en fait, le paiement va s'opérer en fait, au cours du mois, et non pas le 5 du mois au moment du quittancement. Donc, ce n'est pas un risque supplémentaire quand on met son bien à la location en 2025, le sujet loyer impayé? Ce n'est pas un risque significatif supplémentaire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ce n'est pas mon propos. Je dis simplement qu'aujourd'hui, sur le plan statistique, significativement, il n'y a pas d'augmentation significative de ces impayés. Le loyer impayé, c'est la bête noire des propriétaires qui mettent leurs biens immobiliers sur le marché. On a tous en tête des histoires qui se passent mal, il y a aussi des histoires qui se passent bien, et il y a surtout des garanties des acteurs qui proposent des solutions pour faire en sorte que même lorsqu'un locataire a une difficulté dans la vie, on peut trouver des solutions pour que le propriétaire continue à percevoir un loyer. Il y a des assurances pour ça, mais ça n'est pas le sujet qu'on a aujourd'hui. On va parler de la garantie Visale. Ça existe depuis 2016. Qu'est-ce que ça propose concrètement, Jérôme Drunat? Alors, la garantie Visale, en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par les partenaires sociaux d'Action Logement. Je rappelle, le groupe Action Logement est géré par les partenaires sociaux. Donc il y a un sens, en fait, il y a une utilité sociale à ce dispositif. C'est un dispositif qui est gratuit aussi bien pour les locataires et les bailleurs. Et ce dispositif, en fait, c'est une caution. Et qu'est-ce que propose cette caution? En fait, elle va proposer aux bailleurs en fait, de garantir les impayés de loyer à hauteur de 36 mois sur la durée d'occupation du bien. D'accord. Elle va également aussi proposer de garantir les dégradations locatives dans le parc locatif privé, donc à hauteur de 2 mois plus les dépôts de garantie.
garantie. D'accord. Et surtout, également, elle va aussi proposer en fait, d'accompagner le bailleur en cas d'impayé. En fait, Action Logement va prendre en charge l'ensemble des procédures de recouvrement auprès du locataire, également l'ensemble des procédures éventuellement d'expulsion du locataire, et ce gratuitement. Et donc ça va en fait libérer aussi psychologiquement le bailleur, parce qu'on sait que ces histoires de procédures ça peut être long et éprouvant. Ça peut être long et éprouvant. Donc, en fait, c'est aussi... on n'en parle pas souvent. On parle surtout de la prise en charge des impayés de loyer. On parle beaucoup de la prise en charge des dégradations locatives. Mais aussi, cette prise en charge en fait, de la procédure de recouvrement, c'est un élément aussi très important pour le bailleur. C'est un outil à destination du bailleur ou du locataire ou des deux, cette garantie Visale ? Alors, justement, en fait, l'intérêt du dispositif, c'est un outil à destination des deux. D'accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, un des objectifs du dispositif Visale, en fait, c'est d'accompagner des locataires qui ne rentrent pas dans les critères habituels des bailleurs. Et ces critères sont généralement un taux d'effort, c'est-à-dire un rapport loyer sur ressources inférieur à 33% et un contrat à durée indéterminée. D'accord. C'est des critères, je ne juge pas ces critères, mais c'est des critères habituels. Et bien, en fait, les gens qui ne rentrent pas dans ces critères-là, en fait, vont pouvoir, sous certaines conditions, profiter de la garantie Visale. Et parce que la garantie Visale leur est réservée ou parce qu'elle est ouverte à eux aussi ? En fait, elle est ouverte à eux aussi. C'est d'ailleurs, en fait, c'est une forme de ciblage. En fait, la garantie Visale, en fait, vise à cibler certains types de populations qui ne rentrent pas dans ces critères. D'accord. Et donc, grâce à cette garantie, en fait, ces locataires, en fait, vont pouvoir proposer une caution, une garantie au bailleur. D'accord. Et si le bailleur est intéressé, d'accord, et il peut être intéressé parce que j'ai donné un certain nombre de caractéristiques qui sont quand même très intéressantes, c'est-à-dire gratuit, une couverture assez importante. Bien sûr. Donc, et tout ça joue nécessairement sur le taux de rendement en fait, de votre investissement. Et bien, si le bailleur est intéressé, à ce moment-là, il va simplement... Alors, le dispositif est complètement dématérialisé, tout se passe par Internet, et donc il va créer un compte sur le compte sur visale.fr. Et via la création de ce compte, en fait, il va obtenir tout de suite un contrat de cautionnement. Tout le monde peut avoir accès à une garantie Visale ? Alors non, puisque c'est ce que j'ai évoqué, en fait, l'idée, c'est quand même des partenaires zoos, c'est de cibler en fait, un certain nombre de personnes. Donc, grosso modo, il y a deux populations. Il y a une première population qui a moins de 30 ans. D'accord. Et eux, on va pratiquement, on prend tout le monde, c'est-à-dire en fait, on va prendre tout le monde, mais avec des conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que leur taux d'effort, c'est-à-dire le rapport loyer plus charge sur ressources soit supérieur à 50%. D'accord. Ok. Et puis, on va avoir des loyers plafonds, c'est-à-dire en fait, on ne va pas garantir des logements dont les loyers sont supérieurs à ces loyers plafonds. Donc, c'est 1 500 € en Ile-de-France et 1 300 € hors Ile-de-France. D'accord. Et quand on est étudiant, comme on n'a pas de ressources, et ben en fait, on va avoir simplement un forfait, c'est 800 € en Ile-de-France et 600 € hors Ile-de-France. Donc les moins de 30 ans, on prend vraiment beaucoup de personnes, en fait, on prend une grande majorité en fait, des moins de 30 ans. Pour les plus de 30 ans, les partenaires sociaux, on voulait un peu plus cibler en fait, leur action. Et on a deux sous-populations. Une première population, il suffit de gagner moins de 1 500 € net par mois pour avoir accès au dispositif Visale, mais toujours dans les mêmes conditions, taux d'effort et loyer plafond. Bien sûr. Oui. Et puis, une deuxième sous-population qui, en fait, ce qu'on appelle des gens qui sont en double mobilité. C'est-à-dire, en fait, je change d'emploi et je change de travail. Puisque un des enjeux des partenaires sociaux, c'est de favoriser la mobilité professionnelle et résidentielle. Bien sûr. Et on sait que ce lien emploi-logement est un lien, en fait, très ténu et très important. C'est les deux faces d'une même pièce. Voilà, l'un accompagne l'autre, généralement. Absolument. Souvent, pas de logement, c'est pas d'emploi, ou pas l'emploi, c'est pas de logement. Oui, donc, il y a un enjeu sociétal important, il y a un enjeu économique aussi important. Pour les, et comment demander un CDI période d'essai validée à quelqu'un qui déménage justement pour un nouveau travail, c'est compliqué. Absolument, et puis surtout quand vous savez que dans le flux entrant sur le marché du travail, aujourd'hui, 80% des gens qui rentrent sur le marché du travail ont un contrat à durée déterminée. Oui, bien sûr. Donc en fait, cette deuxième population des plus de 30 ans, il faut qu'elle soit en double mobilité. Donc voilà, donc on prend pas tout le monde, mais on prend des gens en fait qui sont ciblés. Premièrement, les jeunes, parce que ça, c'est un enjeu important pour les parcs nationaux, d'accompagner les jeunes. Et on sait aussi que le parc locatif privé, en fait, est un parc jeune. C'est un parc dynamique et dirigé vers les jeunes. D'accord. Donc ça, c'est important. Et puis, on prend ce lien, enfin, on accompagne ce lien emploi-logement. Un dispositif donc qui vise à amener plus de fluidité quelque part sur le marché du logement, à faciliter les interactions entre locataires et propriétaires. Et ça a vocation à durer. Ça fait presque 10 ans que ça existe et ça a vocation à continuer, à remplacer presque la caution familiale qu'on connaissait traditionnellement, ou en tout cas pour ceux qui n'ont pas cette chance-là peut-être. Voilà, on n'a pas vocation à se substituer à la caution personne physique, mais on voit bien que l'enjeu aussi, c'est effectivement cette caution personne physique. En fait, le problème, c'est qu'elle est très inégalitaire.
parce que tout le monde ne peut pas en obtenir, hein, tout le monde ne peut pas proposer en fait une caution personne physique. Et donc l'enjeu, c'est justement de proposer à ces personnes qui ne peuvent pas avoir de caution personne physique un système qui leur permette en fait d'être sur le même niveau en termes de file d'attente dans l'accès au logement du parc locatif privé. Merci beaucoup Jérôme Drunat de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APA-GL. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crowdfunding, au secteur du crowdfunding en France, à destination des épargnants particuliers. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Florence Demopou. Bonjour Florence Demopou. Bonjour Nicolas. Vous êtes déléguée générale adjointe en charge du financement participatif au sein de France FinTech. Je rappelle d'ailleurs que Finance Participative, donc, qui était l'association dédiée au crowdfunding, a fusionné avec France FinTech en juin dernier. Tout à fait. Donc c'est toujours en phase de fusion ou... C'est fusionné. C'est fusionné, c'est acté. Et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Alexandre Toussaint. Bonjour Alexandre Toussaint. Bonjour Nicolas. Vous êtes président et fondateur de Baltis, plateforme de crowdfunding qu'on a pu connaître sur le sujet crowdfunding immobilier, mais qui ne fait pas que ça, qui fait aussi des énergies renouvelables et plus récemment aussi de l'investissement dans des startups. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais on va commencer avec vous, Florence Demopou. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur le crowdfunding ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle crowdfunding, comment rebondir ? Parce que l'année 2024 a pu être un petit peu compliquée pour le crowdfunding dans son ensemble et pour certaines verticales du crowdfunding comme le crowdfunding immobilier. Si je dis pas de bêtises, la collecte l'année dernière c'était 1,7 milliard d'euros en recul de 17% en 2024 et plombé notamment, si je peux utiliser ce terme, par le crowdfunding immobilier qui a reculé de près de 26% à 25,9% sur la période et qui ne représente plus que près de 50% de la collecte globale, là où le crowdfunding immobilier tirait le secteur sur les années précédentes. C'est aussi pour ça qu'on le regarde d'aussi près aujourd'hui, Florence Demopou. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a un secteur qui, en 2024, a connu une baisse de la collecte significative. Je ne vais pas répéter les chiffres, mais effectivement, ça fait 2 ans que la collecte du financement participatif diminue. Et donc, on est repassé sous la barre des 2 milliards d'euros de collecte en 2024, avec un secteur qui est tiré en 2022, le financement participatif de l'immobilier, c'était 70%. Et en 2 ans, il est retombé à 50%. Donc ça reste la locomotive du secteur, parce que c'est quand même 50% de la collecte. Mais effectivement, il perd un peu des parts de marché dans le financement participatif global. Qui voit notamment les secteurs des énergies renouvelables prendre une part croissante, et ça a un attrait important. On a un effet vase communicant un petit peu, ou juste rééquilibrage entre les différentes verticales. Pour l'instant, plutôt rééquilibrage entre les différentes verticales que vase communicant. Mais effectivement, le financement participatif des énergies renouvelables se porte plutôt bien, avec entre 2023 et 2024 une collecte assez standard, assez régulière. Alors, un mot quand même sur ce crowdfunding immobilier. On a vu effectivement un recul important de la collecte en 2024. D'abord Florence Demopou et ensuite Alexandre Toussaint. C'est dû à quoi ? C'est dû au secteur immobilier, c'est dû aux difficultés de sortir des logements neufs, ce qui ensuite a créé des complications à la chaîne vis-à-vis de certaines plateformes. Comment est-ce qu'on l'explique ? Oui, alors la crise immobilière, en fait, le financement participatif dépend du sous-jacent qui le finance. Bien sûr. À partir du moment où il y a une crise de l'immobilier en France, inévitablement, le secteur du financement participatif de l'immobilier est affecté. Et donc, on a vu en effet des promoteurs et des marchands de biens mettre la clé sous la porte, même s'ils étaient solides, parce qu'il y a plus de marché de l'immobilier, il y a des fortes difficultés à vendre les actifs immobiliers. Bien sûr, oui. Et donc, il y a des retards qui traînent, et à un moment aussi, des banques qui ferment les verrous et qui disent je ne peux plus continuer à proroger ce projet, il faut mettre un terme, et donc ça entraîne des procédures dans liquidation judiciaire, etc. Donc effectivement, la crise immobilière a fortement affecté l'ensemble du secteur. Il y a aussi, de manière un peu plus globale, un contexte de crise économique. On a eu 65 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 2024, donc ça n'a jamais été aussi Là, on ne parle pas au-delà de l'immobilier. Au-delà de l'immobilier, c'est l'ensemble du secteur économique qui est pas mal en souffrance, avec une
des PGE dus à la période Covid qui arrivent à terme, qu'il faut rembourser. Donc des entreprises qui n'arrivent plus à faire face à ces nouvelles, à ces demandes de remboursement, avec un contexte économique et géopolitique qui est quand même un peu compliqué. On a eu une dissolution de l'Assemblée, on a eu un projet de loi de finances qui a traîné, qui a vu le jour seulement en 2025. Donc, en termes d'investissement, pour les investisseurs, en termes de fiscalité, ils ont eu une fin d'année 2024 un peu compliquée, quand même un peu dans le flou. Donc, tout ça n'a pas favorisé la collecte en financement participatif et la confiance des investisseurs pour investir de manière générale, mais en particulier dans l'investissement participatif. Alexandre Toussaint, comment vous l'avez vécu cette année 2024 chez Baltis ? On l'a vécu un peu comme 2023. D'accord. Donc c'est 2 années, 2023-2024. C'est effectivement, comme disait Florence, c'est la deuxième année où la collecte, on n'est pas en décollecte, mais la collecte n'est plus en croissance, mais en décroissance. Donc ça fait 2 ans que le crowdfunding et le crowdfunding immobilier sont en baisse en termes de collecte, parce qu'effectivement l'environnement macroéconomique, géopolitique, etc. influence sur les projets. Attention, ce ne sont pas les plateformes qui sont en retard, ce sont les projets des plateformes qui sont en retard, donc il faut bien faire la distinction. Bien sûr. Et ces projets sont en retard parce que l'environnement fait que ça tangue, que ça prend du retard, que les entreprises vont moins bien, et on arrive à cette situation-là. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Après, dans chaque crise, il y a aussi des opportunités. Donc on voit aussi qu'aujourd'hui, les meilleurs projets à financer sont ceux d'aujourd'hui, que le marché se consolide. Il y a des plateformes qui se font racheter, il y a des plateformes qui fusionnent, il y a des plateformes qui s'adossent à des sociétés de gestion. Donc le marché se professionnalise aussi. Bien sûr. C'est aussi une source d'opportunités pour les plateformes et donc pour les investisseurs derrière. Les plateformes qui ont pu être pas mal attaquées quand même si c'était le marché de l'immobilier, sur la sélectivité des dossiers. Alors quand on dit les plateformes, il y a des réalités différentes dans chaque plateforme, mais il y a aussi eu ce sujet-là et donc cette nécessité à bien sélectionner les dossiers. C'est sûr, quand l'argent se collecte facilement, on a tendance à vouloir faire plus de projets et donc à être peut-être un peu moins sélectif sur les projets. Ça, c'est, on va dire, c'est la nature qui fait ça. Donc, le revers de la médaille, c'est aujourd'hui, 2 ans après, les projets finalement étaient peut-être pas si bons. Oui. Il y a aussi des projets qui étaient très bons au départ, qui le sont toujours aujourd'hui. Le projet, mais l'opérateur, lui, a des difficultés. D'accord. Parce que PGE, parce que d'autres projets à côté, il n'a pas qu'un seul projet sur la plateforme. Donc, oui, la sélection était importante au départ. Et le succès d'un projet, c'est sa sélection au départ, mais c'est aussi sa gestion et son suivi pendant toute la phase de financement. D'accord. Et aussi potentiellement l'accompagnement en cas de retard, l'accompagnement en cas de difficulté, l'accompagnement de l'opérateur et aussi communication avec l'investisseur. Bien sûr. Donc il faut lui donner des nouvelles régulièrement, il faut l'accompagner, il faut organiser des webinaires avec le porteur de projet pour que la communication soit fluide. Souvent, l'investisseur, il n'est pas inquiet, il veut juste avoir des nouvelles, il veut juste savoir à peu près où il va, il veut juste se dire, voilà, ce projet-là qui devait se rembourser en mars 25, ça sera plutôt juin 25 pour qu'il puisse s'organiser en termes de trésorerie. Donc la communication est très importante et donc les plateformes mettent beaucoup d'énergie, recrutent parfois, en tout cas c'est notre cas chez Baltis, on recrute des personnes dans le suivi des participations. Cette émission s'appelle, Alexandre Toussaint, comment rebondir. Alors c'est plus à destination des plateformes. Là on a parlé de crowdfunding immobilier. Il n'y a pas que ça dans l'univers du crowdfunding. Il y a une collecte qui est quand même, alors on a dit, moins 17,1%, mais qui est quand même toujours présente sur le sujet crowdfunding. Qu'est-ce qu'on fait ? On diversifie ses investissements aujourd'hui quand on veut investir via du crowdfunding ? Souvent quand un marché va mal, la conclusion est souvent la même, diversification. D'accord. Quand tout va bien, on dit aussi diversification. C'est dans tous les secteurs d'activité immobilier. Diversifier quoi qu'il arrive. Diversifier, d'autant plus quand les marchés sont compliqués. Les marchés financiers, le marché immobilier, tout le contexte français, voire européen, est compliqué, voire maintenant mondial depuis quelques semaines. Donc il faut diversifier sur plusieurs classes d'actifs. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de plateformes baissent leur ticket d'entrée pour diversifier en termes de nombre de tickets. D'accord. Et aussi en typologie de projet. On a parlé des ENR, on a parlé un peu des startups, on a aussi d'autres classes d'actifs plus alternatives qui existent, qui arrivent, dans le but que l'investisseur puisse être exposé sur plusieurs classes d'actifs, potentiellement dans plusieurs pays. Et si effectivement il y a une classe d'actifs qui marche un peu moins bien, les compenser par une autre. Et ça va jusqu'où cette diversification alors ? Parce qu'il y a l'investissement en capital dans les entreprises, il y a l'investissement effectivement dans des projets immobiliers, les énergies renouvelables, on finance des éoliennes ou des parcs photovoltaïques. Il y a d'autres manières de diversifier aussi ces investissements ? Alors il y en a beaucoup d'autres. Alors déjà, quand on finance des startups,
Il y a des startups dans différentes activités, dans le spatial, dans l'industrie, dans l'eau, dans le sport, dans la santé. Donc déjà, Dans la défense, un peu en ce dans moment. la défense. Oui, c'est un sujet porteur en ce moment, effectivement. Effectivement, là, d'ici c'est l'été, toute la partie défense. Et il y a aussi des produits alternatifs. On a évoqué avec Florent juste avant la partie investissement dans les chevaux de course. D'accord. Donc Ouais. une nouvelle classe d'actifs, enfin une classe d'actifs qui existe, parce qu'on a toujours eu des investisseurs dans les chevaux de course, mais qui se démocratise grâce à l'outil financement participatif pour pouvoir faire investir des particuliers dans des chevaux de course. D'accord. Ou Ok. dans l'art, ou dans le vin, ou dans les voitures de collection. Et ça se fait quoi via de l'equity, via Ça de la se fait dette? principalement via de la dette. D'accord, Des ouais. émissions obligataires. Donc on vient financer des professionnels. On finance des professionnels de l'immobilier, mais on finance aussi des professionnels dans les chevaux de course, dans l'art, dans les montres, dans le vin. Donc on vient prêter de l'argent à quelqu'un qui sait faire. Et on ouvre les portes de cet investissement aux particuliers à partir de 100 euros. Florence de Maupoux, le sujet diversification, vous le constatez aussi, alors peut-être de manière plus générale, puis vis-à-vis de l'appétence des investisseurs, une manière de leur parler aujourd'hui dans ce contexte après l'année 2023 et 2024, c'est de leur dire on peut diversifier les investissements via cet outil du crowdfunding immobilier, qui se professionnalise. Oui. Ouais. Il faut diversifier l'investissement et effectivement on a une diversification des secteurs, il y a une démocratisation de l'investissement dans toute typologie de secteurs. On voit aussi dans l'univers de l'art, on peut acheter un petit bout d'Andy Warhol. Donc ça c'est important aussi de pouvoir diversifier ses classes d'actifs. Alors il faut faire attention quand même, on investit dans ce qu'on connaît. Bien sûr. Donc c'est un préambule, mais ça permet de toucher un peu à tout, de diversifier dans différents types de plateformes aussi. On a 59 plateformes de financement participatif agréées, avec l'agrément européen aujourd'hui en France. Donc c'est beaucoup. Bien sûr. Donc, il y a nécessairement, il y a une nécessité de consolidation du secteur pour avoir des acteurs qui soient plus forts. C'est un coût réglementaire. Je l'ai pas mentionné précédemment, mais c'est vrai que au-delà du marché, du contexte économique, il y a aussi le contexte réglementaire qui a été quand même très lourd à porter par les plateformes. Ça fait quoi? Ça fait un an, hein, c'est ça que... Depuis novembre 2023, novembre 2023, il y a c'est cette ça, obligation, donc on va faire 1 an et demi, 2 ans. Et il y a d'autres réglementations qui arrivent. Il y a la réglementation contre la lutte contre le blanchiment pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour DORA avec les Digital Act. Voilà, donc le secteur du financement participatif se structure aussi grâce à cette réglementation qui est nécessaire pour avoir des acteurs professionnels et solides. Bien sûr. Mais qui a un coût et qui implique aussi cette consolidation. Et voilà. Et on voit des acteurs qui se diversifient aussi bien sur les secteurs que sur la façon de fonctionner. On voit de plus en plus de premiumisation ou à l'inverse de fractionnement pour permettre d'investir avec des très petits tickets. Alors soit vous investissez à partir de 1 euro, soit vous allez investir sur des montants plus importants avec un système d'abonnement à 1 000, 2 000, 5 000 euros par an pour investir aux côtés de personnalités. Donc c'est intéressant de voir que finalement ça fait 10 ans que le secteur existe et que ça continue à se diversifier, avec peut-être demain des sujets tokenisation, intelligence artificielle et que sais-je. Mais... Très rapidement, Alexandre Toussaint, la diversification, c'est aussi une diversification européenne où le marché français n'en est pas encore là aujourd'hui? Non, je pense qu'il n'en est pas encore là aujourd'hui. Il doit consolider ses acquis en cette période, donc la France. Et c'est plutôt la partie private equity qui va faire qu'on finance des startups qui, elles, ont des ambitions nationales, voire internationales. Donc ça passera plutôt par le sous-jacent. Et s'il y a ouverture des frontières, ce sera plutôt sur les pays limitrophes. Nous, on commence à regarder l'Italie, l'Espagne et le Portugal, donc des pays qui nous ressemblent un petit peu dans la culture et dans la fiscalité, dans le droit immobilier et le financement du private equity. Donc plutôt des pays qui nous ressemblent, mais plutôt sur 2026, je pense. Merci beaucoup Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis. Merci également Florence de Maupoux, déléguée générale adjointe en charge du financement participatif au sein de France FinTech. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons faire un focus sur le futur du travail, le futur of work, du lieu de travail également. Nous allons nous intéresser à l'alignement entre employeurs et préférences salariées dans un contexte où certaines grandes entreprises demandent justement à leurs salariés de revenir sur le lieu de travail plutôt que de rester en télétravail. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Flore Prader. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et prospective bureau de demain chez JLL.
alors, est-ce qu'on voit un alignement s'écarter ou au contraire se rapprocher entre employeurs et préférences salariées? Alors c'est vrai que c'est vraiment le sujet du moment en ce moment chez toutes les entreprises qu'on accompagne chez JLL. Il y a vraiment un face-à-face entre les employeurs et les employés. D'accord. Ça prend l'allure d'un bras de fer, pour être honnête. Et le sujet, c'est vraiment qu'il y a une crispation en fait sur le retour au bureau. Ce qu'on observe dans la grande enquête qu'on a conduite l'année dernière, donc plus de 2000 décideurs à travers le monde, c'est que clairement, le travail hybride, ça reste la recette préférée des employeurs aujourd'hui. Une majorité d'entre eux, 56%, proposent encore du travail hybride. Mais on a encore 4 sur 10 qui nous disent les curseurs vont s'ajuster, il y aura probablement un peu moins de jours de télétravail dans les semaines, dans les mois à venir. D'où la crispation. D'accord, ne vous habituez pas trop aux conditions actuelles, ça va évoluer, c'est le message. Ça risque encore de bouger. Alors en France, c'est un peu plus stabilisé, mais globalement, on sent que la réflexion, elle est dans les têtes de chacun. Et on voit que les employeurs, de plus en plus, imposent un retour au bureau, imposent un certain nombre de jours par semaine. Et du coup, côté salarié, c'est pas toujours très bien vécu. Est-ce qu'il y a un lien direct entre bonheur au travail et nombre de jours travaillés dans l'entreprise? Alors ça, c'est une excellente question. On a justement fait une analyse là-dessus et on a vu qu'en fait, c'était absolument pas corrélé. C'est-à-dire que vous pouvez être très en présentiel et très heureux au bureau ou très en présentiel et très insatisfait. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que ce qui compte, le vrai sujet, c'est l'alignement entre ce à quoi j'aspire en tant que salarié et ce que mon employeur va me proposer. Donc il y a un vrai enjeu à mieux discuter, mieux échanger et comprendre quelles sont les conditions du gagnant-gagnant pour l'employeur et le salarié. Et alors justement, si on veut comprendre cet alignement, pourquoi est-ce qu'on va au bureau, Flore Prader? On y va parce que, et ça reste vraiment la clé du succès, pour l'interaction, pour les sujets sociaux. Donc ça reste ce qui fait venir. C'est intéressant parce que je vous dis pourquoi on va au bureau, vous ne me répondez pas pour travailler. Non, c'est qu'on a compris effectivement qu'il y avait un rôle particulier du lieu physique du bureau. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est toute la contradiction et la subtilité, c'est qu'on y va pour interagir, mais quand on regarde ce qui frustre le plus les salariés au bureau, ils nous parlent en fait de la capacité très compliqué aujourd'hui à se concentrer sur leur travail, des sujets d'acoustique, de comment on interagit avec les collègues et comment on choisit les moments de nos échanges. Par moment, on veut interagir. À d'autres moments, on a besoin de se concentrer sur son travail. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'il faut offrir une offre d'espace variée, une variété d'atmosphères pour que chacun puisse jauger quel est le meilleur espace pour lui pour travailler dans de bonnes conditions. Si je caricature un peu, ça veut dire que on accepte de revenir au bureau, mais quand même, on a certaines conditions. Et quand on est au bureau, en tant que salarié, on a aussi des conditions pour travailler dans de bonnes conditions. D'accord. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je parle souvent de contrat social, contrat moral, parce que y a vraiment, OK, je suis prêt à revenir, mais à certaines conditions. Il y a encore une subtilité, c'est qu'en France, on a aussi beaucoup déployé de flex office. Et c'est ça aussi qui peut faire grincer des dents, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux salariés, vous revenez sur site, mais il n'y a pas toujours suffisamment de place, on a rationalisé l'espace, donc source de tension additionnelle. Donc c'est là qu'il y a vraiment un enjeu pour l'employeur de comprendre quelles conditions de travail il peut offrir et comment favoriser un bon retour sur site. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire l'employeur pour comprendre un petit peu à quoi ressemble le bureau de demain pour les investisseurs qui nous suivent? Alors moi, je dirais que vraiment l'enjeu, c'est quand même aussi un sujet managérial. C'est vraiment se demander quelle latitude on offre aux collaborateurs. Nous, on joue par le biais de l'immobilier, mais il y a aussi un enjeu managérial de quelle flexibilité on offre, quel pouvoir d'autonomie on offre, et via les espaces, quelle est toute la palette d'espace qu'on propose aux salariés pour que chacun y trouve son compte. Merci beaucoup Flore Prader de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche et prospective bureau de demain chez JLL. Merci beaucoup. Merci. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.